Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance, la séance 4 de la séquence 2 de MC, de la classe de 5e, et qui porte comme titre, je vous le rappelle, les différentes dimensions de l'égalité et la conquête de l'égalité en France. Lors de l'épisode précédent, nous avons étudié ensemble quelques temps forts, quelques moments clés de la conquête de l'égalité en France, et on a vu que parfois, souvent, pour ne pas dire toujours, l'accès à l'égalité a été le fruit d'un combat souvent long, pénible et difficile, mais qui assurément vaut la peine. Aujourd'hui, nous allons changer d'angle de vue et nous allons nous intéresser aux différentes dimensions de l'égalité, et vous allez découvrir avec moi que l'égalité, c'est pas nécessairement ce que l'on croit. Quand je dis que l'égalité, c'est pas nécessairement ce que vous croyez, ce que vous pensez, je veux dire par là que l'égalité, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde au même moment. Et je vais l'expliquer au cours de la séance. Grand D, les différentes dimensions de l'égalité en France, avec une double problématique, un double questionnement. Quelles sont les différentes dimensions de l'égalité en France et surtout, en quoi l'égalité n'est-elle pas l'égalitarisme ? L'égalité devant l'impôt est certainement l'un des meilleurs angles d'attaque dès lors que l'on veut s'intéresser aux dimensions de l'égalité en France, et en particulier l'étude de l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique à droite de votre diapo, ça représentait en 2018 73 milliards d'euros, bon peu importe, ça représente à peu près un quart des recettes fiscales de l'État, c'est-à-dire que ça représente à peu près un quart de ce que l'État engrange tout au long d'une année pour remplir les caisses de l'État et pouvoir ensuite les vider pour financer l'éducation, pour financer l'état de certaines routes, pour financer la défense, pour financer le service de santé. Les services de santé, Dieu sait si avec la pandémie de la Covid-19, la France a besoin d'un système de santé qui fonctionne. Mais l'impôt sur le revenu donc, ne représente finalement qu'un quart à peu près des dépenses, des recettes de l'État, et représente par exemple que la moitié de ce que représente la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Autrement dit, c'est cet impôt invisible mais bien réel qui représente plus de la moitié des recettes de l'État. Un impôt invisible mais bien réel, c'est-à-dire chaque fois que vous faites une course, et bien, que vous payez auprès du commerçant, et bien, vous payez entre 5,5 et environ 20% du prix est reversé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et est reversé à l'État. Alors, si on en revient à l'impôt sur le revenu, que nous apprend le petit texte que certains d'entre vous ont eu à étudier. Les ménages, c'est-à-dire les couples ou les familles français qui payent l'impôt sur le revenu sont de moins en moins nombreux. En France, sur les 37,4 millions de foyers fiscaux, c'est-à-dire de gens qui en théorie doivent payer l'impôt, en 2015, seuls 17 millions, soit 45,6%, se sont acquittés de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que moins de la moitié des ménages français, en réalité, payent l'impôt sur le revenu. Et sur des chiffres un peu plus récents, je me suis rendu compte que 1 million de ménages ont encore disparu, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas aujourd'hui l'impôt sur le revenu.
Donc vous voyez que ça peut paraître curieux que cet impôt qui est considéré comme l'un des plus égaux qui soit, finalement ne concerne, n'implique qu'un peu moins d'un ménage français sur deux. Mais votre étonnement ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qu'il faut également savoir, c'est que tout le monde n'est pas imposé de la même manière. Parce que comme vous le présente ce nouveau graphique en barre, il existe un barème d'impôt sur le revenu, alors qui n'est évidemment pas choisi par les gens qui payent l'impôt, mais qui est décidé par le ministère des Finances, par le ministère qui est chargé de percevoir l'impôt, de faire rentrer l'impôt, de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Et je vous posais une question simple. Combien existe-t-il de tranches fiscales? Autrement dit, combien existe-t-il de taux de prélèvement de l'impôt? Alors, la question peut paraître facile, mais à condition de bien comprendre le document. Et c'est peut-être pas un document si facile à comprendre que cela, donc je vous invite à bien écouter l'explication. En fait, l'impôt est progressif, l'impôt est proportionnel à vos revenus. Autrement dit, plus vous allez gagner d'argent de manière légale, hein, ça va sans dire, hein, les dealers de drogue qui vendent du shit dans les caves des cités de banlieue, eux ne sont pas concernés puisqu'ils ne déclarent pas leurs revenus. Mais pour l'honnête citoyen qui remplit sa déclaration d'impôt loyalement et qui déclare tous ses revenus, c'est-à-dire en général son salaire, plus les allocations, notamment familiales ou autres, qui constituent aussi des revenus supplémentaires, eh bien pour les citoyens qui déclarent honnêtement leurs revenus, plus le revenu est important, plus le taux d'imposition va être élevé, et plus le contribuable, comme on l'appelle, ce citoyen ou cette citoyenne qui paye l'impôt, plus le contribuable va être imposé, autrement dit, plus il va reverser d'argent à l'État. Donc si vous gagnez jusqu'à 9 964 € par an. Donc si vous voulez vous donner une idée plus précise de la somme, vous divisez par 12 et ça vous fait le revenu mensuel. Ça fait moins de 1 000 € par mois. Vous n'êtes pas imposable. Vous êtes imposé plus exactement à 0%. Donc ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt parce qu'on estime que vous n'en avez pas, tout simplement pas les moyens. Pour dire les choses un peu plus crûment, vous êtes considéré comme trop pauvre pour payer l'impôt. Ensuite, eh bien, si vous gagnez jusqu'à 2 000 € par mois de revenus, eh bien, vous serez imposé à 11%. C'est-à-dire que tous les 100 € que vous percevez comme revenus, vous en reverserez à l'État 11. Et alors, pour les plus gros revenus, les gens très très riches, du style footballeur au Paris Saint-Germain, eh bien là, vous pouvez être imposé jusqu'à 45%. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à reverser près de la moitié de vos revenus à l'État au titre de l'impôt sur le revenu. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les footballeurs du PSG ou d'autres très vite décident d'aller jouer à l'étranger où l'impôt sur le revenu est beaucoup plus léger qu'en France. Et si vous avez donc bien suivi le raisonnement, si vous avez bien compris cette idée de proportionnalité du paiement de l'impôt en fonction des revenus de chacun des contribuables, eh bien vous en arrivez à la conclusion logique que tout le monde ne paye pas le même impôt. Il y a ceux qui n'en payent pas du tout, donc plus de la moitié des Français parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis après, tout dépend des situations personnelles et c'est bien pour ça qu'il faut que chaque citoyen remplisse une déclaration personnalisée d'impôt parce que sa situation n'est pas celle du voisin ou de la voisine et puis la situation fiscale peut aussi évoluer
hein, selon que vous faites par exemple un héritage, ou que vous allez au contraire malheureusement perdre votre emploi. Et si votre emploi c'est votre unique source de revenus, et bien évidemment, ou si vous allez avoir des enfants, si vous vous mariez, tous ces paramètres, si vous partez à la retraite, tous ces paramètres entrent en ligne de compte pour dresser votre portrait fiscal et établir votre barème d'impôt sur le revenu, autrement dit la tranche fiscale dans laquelle vous allez vous retrouver à payer l'impôt. Donc par exemple Xavier, c'est la situation la moins favorable pour lui bien sûr, parce qu'il est célibataire, et on dit familièrement que les célibataires payent plein pot, c'est-à-dire que bah oui, ils n'ont que eux-mêmes à entretenir, donc ils sont imposés bien davantage que les couples mariés comme Olivier et Karine sur cet exemple, parce que certes Olivier et Karine sont deux, ils sont mariés, donc on peut estimer qu'ils gagnent plus de revenus, mais en réalité, si vous regardez bien, à deux, ils ne gagnent pas plus que le célibataire Xavier. Hein, ils ont tous les deux cas de figure, 1 et 2, sont à 55 000 € de revenus annuels. Et pourtant, Xavier va payer presque 3 fois plus d'impôts qu'Olivier et Karine. Eh bien oui, mais parce que Xavier n'est pas marié, et le fait d'être marié, ça permet de faire baisser les impôts, et surtout, Xavier n'a pas d'enfant. Or, donc il paye plein pot, il paye une part, comme on dit dans le langage technique des impôts, une part fiscale. Olivier et Karine ont des enfants, donc le ministère des Finances en tient compte, et oui, les enfants ça coûte, donc Olivier et Karine sont obligés de mobiliser une partie de leurs revenus pour nourrir, habiller, loger, vêtir leurs enfants, leur offrir des loisirs. Donc Olivier et Karine ne peuvent pas payer, ne doivent pas payer autant d'impôts que Xavier. Et même remarque pour Eric et Anne. Alors Eric et Anne, certes, n'ont plus d'enfants à charge, ou alors des grands-enfants qui peuvent s'assumer eux-mêmes, qui payent eux-mêmes leurs impôts. Mais comme Eric et Anne sont retraités, leurs revenus sont beaucoup moins importants que quand ils étaient en activité, donc leur impôt sur le revenu est logiquement beaucoup plus faible puisque leurs revenus annuels sont eux-mêmes bien moins importants. Donc en fait, l'égalité devant l'impôt, c'est pas tout le monde paye la même somme, bien au contraire. L'égalité, c'est pas l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est la même chose pour tout le monde. Mais l'égalitarisme, encore une fois, ça n'est pas la vraie égalité. Du reste, le fait que plus d'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu, ça pose question. C'est un véritable débat de société, hein. En fait, depuis que l'impôt sur le revenu a été créé en 1914, rappelez-vous la séance précédente, et c'est pour ça qu'assez régulièrement revient sur le tapis, à l'occasion des différentes élections politiques majeures, notamment les présidentielles, l'idée qu'il faudrait faire en sorte que l'impôt sur le revenu soit réellement pour tous, c'est-à-dire que tous les Français soient réellement à égalité devant le paiement de l'impôt sur le revenu. Et donc, par exemple, là, en 2015, vous avez un député du Parti Socialiste qui proposait de mettre en place une cotisation civique minimum obligatoire de 30 à 50 €, c'est-à-dire une sorte de tranche fiscale, comment est-ce qu'on pourrait dire, minimale, un impôt plancher, pour les foyers qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, avec comme argument cette idée que souvent vous avez des gens qui se sentent un peu inférieurs aux autres, ou à qui on fait comprendre que ce sont des citoyens un peu de seconde zone, des profiteurs, c'est-à-dire oui, tes enfants vont à l'école grâce à mes impôts, donc t'es gentil, tu te mêles pas du débat public, tu t'écrases, moi je paye mes impôts. Voyez, c'est ce genre d'arguments qu'on entend parfois, et qui ne sont pas très très bons pour le savoir-vivre ensemble, pour
sont un peu provocateurs, qui sont un petit peu conflictuels. Donc cette question de l'égalité devant l'impôt sur le revenu n'est finalement pas si tranchée que cela. La question des allocations familiales, ça aussi, ça permet de se faire une idée des différentes dimensions de l'égalité dans la vie quotidienne des Français. Parce que il est prévu pour toute famille française d'au moins 2 enfants un système d'allocation familiale, c'est-à-dire une somme d'argent forfaitaire prévue à l'avance, qui varie en fonction du nombre des enfants de la famille et qui est une aide qui est destinée à aider les familles à financer la vie quotidienne de leurs enfants pour permettre aux familles que les enfants puissent être nourris, vêtus convenablement et avoir aussi un accès aux loisirs, parce que c'est clair que une soirée au cinéma ou une sortie à la piscine, ça coûte évidemment plus quand on est parent de 5 enfants que quand on est parent d'un seul enfant. Et l'idée a longtemps été la suivante: tous les couples, quels que soient les revenus, enfin toutes les familles, pardon, quels que soient les revenus des familles, ont droit à une allocation familiale, sur la base de l'égalité entre les familles françaises. Mais là encore, cette idée n'est plus tout à fait d'actualité. Comme nous l'annonce cette décision de 2015, dorénavant, il est prévu que les allocations familiales seront modulées, ce qui est une manière élégante de dire qu'elles seront là encore proportionnelles, un peu comme l'impôt sur le revenu finalement, c'est-à-dire que plus la famille aura des revenus confortables, moins le montant des allocations familiales sera important. L'idée défendue par le gouvernement de l'époque, c'était, voilà, on donnera plus d'allocations familiales aux gens qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire des gens qui ont de nombreux enfants, mais qui en même temps ont peu de revenus. Et pour les gens très riches, pour qui l'allocation familiale c'était presque de l'argent de poche offert par l'État, eh bien on leur en donnera moins, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être aidés. Et je dois vous dire qu'à l'époque, ça a fait débat, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé tout à fait normal qu'on donne plus aux pauvres et moins aux riches, pour dire les choses simplement. Et puis il y a des gens qui ont dit non, c'est pas normal, si on est dans un pays où l'égalité règne, riche ou pauvre, peu importe, tous les enfants doivent être aidés. Alors je vous en parle parce que quand vous serez vous-même des citoyens et que vous aurez votre mot à dire sur les questions de société, eh ben, peut-être que vous aurez à vous prononcer sur pour ou contre la progressivité, la proportionnalité ou la modulation des allocations familiales. Pourquoi pas? Vous avez des gens qui proposent, des députés par exemple, qui proposent régulièrement qu'on supprime les allocations familiales pour les familles les plus riches. Il y en a qui crient au scandale, d'autres qui disent c'est normal. Vous serez amené à vous faire votre point de vue. Et voilà aussi à quoi sert ce cours d'EMC, fort modestement. Même logique pour l'allocation de rentrée scolaire, qui est une autre allocation versée par la caisse d'allocation familiale, donc autrement dit indirectement par l'État. Et cette allocation de rentrée scolaire, eh bien déjà, il faut le savoir, elle ne bénéficie pas à toutes les familles. Les familles qui sont considérées comme ayant des revenus suffisamment importants pour assumer le coût d'une rentrée scolaire, c'est-à-dire payer les fournitures, les vêtements, payer la cantine, eh bien ces familles-là ne sont pas aidées. Et comme le précise le document A, l'allocation de rentrée scolaire, donc qui est payée en une fois fin août pour la rentrée scolaire de septembre, c'est logique, et bien donc une fois par an, cette allocation n'est versée entre guillemets qu'à 3 millions de familles,
Donc, autant dire que ce n'est pas la majorité des familles qui en bénéficient. Et pourtant, on ne peut pas crier véritablement à l'inégalité. C'est simplement, cette allocation, c'est un petit coup de pouce pour permettre aux enfants des familles qui sont considérées comme en difficulté, pour ne pas dire pauvres, d'être à égalité de chance devant la cantine, encore une fois, devant les fournitures scolaires, devant toutes les dépenses liées à la scolarité, puisque la scolarité est obligatoire en France, de 3 à 16 ans. De 2 à 16 ans, 3 à 16 ans, pardon, oui, eh bien, c'est un coup de pouce pour permettre aux enfants des familles en difficulté d'être à égalité de chance avec les familles qui n'ont pas de difficulté. Et de même, si vous regardez bien, cette allocation n'est pas la même pour tous les enfants non plus. Pour les enfants qui ont droit, bien entendu. Pour les 3 millions de familles, donc ça fait un peu plus d'enfants encore, eh bien, on voit qu'il y a une progressivité en fonction de l'âge. Tout simplement parce que de 6 à 10 ans, voilà, c'est 363 €. Faut rajouter 20 € de plus pour les 11-14 ans, c'est-à-dire les collégiens, pour dire les choses simplement. Et pour ceux qui rentrent au lycée, c'est près de 400 €. Et tout simplement, alors c'est même pas tellement lié à l'âge, c'est lié au fait que soit vous êtes à l'école primaire, soit vous êtes au collège, soit vous êtes au lycée. Et il se trouve que, évidemment, les dépenses ne sont pas les mêmes. Plus vous allez en avant dans le cursus, dans la filière de l'enseignement, de l'éducation nationale, et plus les dépenses augmentent. Et alors certains, d'ailleurs, je vous le dis aussi, souhaiteraient que le montant de l'allocation varie en fonction, non pas du niveau des études, mais de la filière dans laquelle l'enfant s'inscrit. Parce que par exemple, le lycée, les dépenses ne sont pas les mêmes si vous allez dans un lycée d'enseignement général ou si vous allez dans un lycée professionnel. Le lycée professionnel, c'est parfois un peu la punition pour les parents, parce que qui dit lycée professionnel dit matériel à fournir par les familles. Par exemple, si vous allez en cuisine, cuisine-restauration, service, eh bien vous allez devoir, en tant que parent, financer les couteaux de cuisine de vos enfants, et vous allez vous rendre compte que une batterie de couteaux de cuisine, ça peut coûter très très cher. Beaucoup plus cher que si votre enfant il va en enseignement général. Donc là aussi, c'est un débat. Faut-il accorder l'allocation de rentrée scolaire à tous les enfants, quel que soit le niveau de ressources? Faut-il les moduler en fonction de l'âge ou pas? Faut-il les moduler en fonction du cursus scolaire, de la filière scolaire de l'enfant? Là encore, c'est un débat. L'égalité devant la justice, ça aussi c'est une question importante de société. Parce que la justice n'est pas gratuite. Faut pas rêver. Les palais de justice, les bâtiments, l'électricité consommée, les magistrats, c'est-à-dire les juges, les professionnels de la justice, mais aussi ceux qu'on appelle les auxiliaires de justice, les huissiers, les avocats. Enfin bref, tous ces professionnels de la justice, ils vivent pas que de l'amour de la loi et d'eau fraîche. C'est leur métier, ils ont besoin d'en vivre, donc forcément l'argent rentre en ligne de compte. Et du coup, c'est ce que laisse entendre la caricature en haut à droite de la diapo. Qu'en est-il du justiciable, c'est-à-dire du Français qui est impliqué dans une décision de justice, soit en tant qu'accusé dans les cas les plus graves, soit en tant que plaignant, en tant que victime, en tant que témoin. Nous sommes tous des justiciables potentiels, quelle que soit la nature de notre implication dans la justice, nous pouvons tous être concernés. Eh bien, qu'en est-il pour les plus pauvres? Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Alors dans ce cas-là, pour eux, il n'y a pas de justice. Alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas se défendre, donc ils sont condamnés à tout coup. Ça serait forcément très injuste.
l'égalité de l'accès à la justice, c'est une question essentielle. Et du coup, un dispositif a été créé qui s'appelle l'aide juridictionnelle, qui permet à ceux dont les ressources financières sont faibles ou inexistantes d'avoir accès à la justice. Et parmi les personnes qui ont des ressources financières faibles ou totalement inexistantes, les mineurs. Parce qu'après tout, un mineur peut très bien avoir besoin de faire appel à la justice, et c'est pas avec son argent de poche, s'il en a, que le mineur il va pouvoir se payer un avocat ou financer les frais de justice. Surtout s'il ne peut pas compter sur ses parents, et surtout d'ailleurs s'il ne peut pas compter sur ses parents parce qu'il porte plainte contre ses parents, parce que on l'oublie parfois, mais dans les cas les plus graves, hélas, il peut arriver que des mineurs en viennent à devoir porter plainte pour une raison X ou Y contre leurs parents. Donc vous comprenez bien dans ces conditions que les parents ne vont pas en plus financer l'avocat de leur enfant qui porte plainte contre eux. Donc les mineurs sont des gens qui ont besoin de l'aide juridictionnelle et elle leur est accordée, ainsi qu'aux étrangers membres de l'Union européenne pour peu qu'ils soient résidents légaux en France, pas les clandestins, pas les sans-papiers. Et alors là, l'aide juridictionnelle, là encore, elle est progressive. Si vous avez les moyens de vous payer un avocat, vous ne bénéficierez pas de l'aide juridictionnelle. Si vous voulez vous payer un grand ténor, un célèbre ténor des barreaux, comme on les appelle, c'est-à-dire un de ces avocats qui passent à la télévision et qui ont des exigences folles, plusieurs milliers d'euros l'heure, passer sur votre dossier, c'est vous que ça regarde. Sinon, vous vous contenterez d'un avocat davantage dans vos moyens. Si vous avez moyen de vous payer un avocat, de payer les frais de justice, vous ne bénéficierez pas de l'aide juridictionnelle. Si en revanche vous n'avez pas les moyens, eh bien l'aide juridictionnelle paiera une partie des frais, si vous avez moyen de payer l'autre, et si vous n'avez absolument pas les moyens de payer quoi que ce soit, eh bien vous serez aidé à 100%. Alors par contre, il ne faut pas rêver non plus, contrairement à ce que montre la petite caricature en bas à gauche, l'aide juridictionnelle, c'est pas un avocat gratuit dans un paquet cadeau. Enfin si, vous aurez ce qu'on appelle dans les séries télé l'avocat commis d'office. C'est pas forcément un avocat au rabais, c'est pas un faux avocat à qui on a enfilé une robe en lui disant tu fais semblant de jouer à l'avocat pour défendre un pauvre. Non, c'est-à-dire que c'est un avocat comme les autres, mais qui fera, j'imagine, le minimum, le strict minimum, parce que c'est l'État qui paye. L'aide juridictionnelle, c'est l'État, c'est les impôts des citoyens, c'est l'État qui paye. Et l'avocat risque de vous en donner pour votre argent. C'est-à-dire que, bon, mais au moins, l'avocat commis d'office défendra son client et le client bénéficiera d'une défense, et ça c'est une des conditions essentielles pour que la justice soit rendue de manière juste. Sinon c'est pas la justice. Toujours dans le domaine de l'égalité devant la justice, on peut aussi dire quelques mots de la situation des mineurs. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au début de la Révolution française, qui sera votre programme de la classe de 4e, affirmait que la loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Tous les citoyens sont égaux à ses yeux. Cet article 6 et la déclaration en elle-même est aujourd'hui encore parfaitement valable, parfaitement valide, n'a pas pris une ride. Et pourtant, les mineurs ne sont pas jugés, dans les cas les plus graves, les mineurs délinquants ou criminels, les mineurs ne sont pas jugés comme des adultes,
puisqu'il existe ce que l'on appelle l'excuse de minorité. Et là encore, comme vous pouvez le voir sur cette affiche de campagne électorale, enfin plus exactement cette capture d'écran d'un candidat à l'élection présidentielle de 2017, cette question de l'excuse de minorité est en débat. Vous avez des gens qui estiment que c'est très bien que les mineurs ne soient pas jugés comme des adultes, et d'autres qui estiment que, après tout, le mineur a commis un délit ou un crime, pourquoi ne serait-il pas jugé à égalité comme il le serait s'il avait été un adulte? Donc le débat reste entier et ressurgira très certainement dès la prochaine présidentielle, ça j'en suis presque certain. Parce qu'effectivement, et là je prends un peu d'avance sur le programme de 4e que nous reverrons en EMC l'année prochaine, effectivement, selon l'âge, eh bien, c'est comme pour l'impôt sur le revenu finalement, ou comme pour les allocations familiales, eh bien, la sanction pénale, la punition, est modulée selon l'âge. Donc par exemple, avant 10 ans, l'enfant est considéré comme totalement irresponsable. Donc s'il faut aller chercher une responsabilité pour un délit commis ou un crime, eh bien on ira chercher plutôt du côté de l'entourage immédiat, en particulier des parents. Par contre, de l'autre côté, à 18 ans, eh bien à 18 ans on cesse d'être un mineur, donc on est jugé comme un adulte. La graduation, c'est entre 10 ou 13 ans, selon les cas, et jusqu'à 18 ans. Et là, l'idée, effectivement, c'est que le mineur risque, si vous préférez, une sanction atténuée et graduée selon l'âge. C'est ça que l'on appelle l'excuse dite de minorité. Et en fait, c'est simple, l'excuse de minorité consiste à diviser par 2 la peine à laquelle le délinquant ou le criminel aurait été condamné s'il avait été adulte au moment où il a produit les faits. Donc par exemple, sur cette capture d'écran que je vous propose, on apprend que l'agresseur du jeune marin a été condamné à 7 ans et demi de prison, et bien tout simplement parce que pour les mêmes faits qui lui auraient été reprochés en tant qu'adulte, au lieu de 7 ans et demi de prison, il aurait été condamné à 15 ans. Et ça pose débat parce qu'encore une fois, vous avez des gens qui trouvent normal de diviser la peine par 2 pour des mineurs et d'autres qui trouvent que ça n'est pas normal. Donc ça, c'est affaire de conscience personnelle, de philosophie personnelle. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut penser, c'est à vous de vous forger votre propre opinion. Et c'est aussi à ça que sert ce cours, à vous permettre d'y réfléchir ou pas. D'ailleurs, vous aurez encore l'occasion plus tard de le faire. Du reste, et pour en finir avec l'excuse de minorité, dans les cas les plus dramatiques, j'aurais tendance à dire les cas les plus inexcusables, même pour un mineur, l'excuse de minorité peut être annulée. À titre exceptionnel, prévoit la loi, mais un mineur âgé de plus de 16 ans peut voir l'excuse de minorité levée. Et par exemple, j'ai découvert pas très longtemps qu'en 2020, en novembre 2020, 2 mineurs accusés de meurtres particulièrement violents, répugnants, ont été condamnés à des peines de prison qui sont celles qu'ils auraient encourues s'ils avaient été majeurs, c'est-à-dire la perpétuité pour l'un, 30 ans de prison incompressible pour l'autre. Alors, pour revenir sur un sujet un petit peu plus léger, on va dire, un petit peu moins dramatique, et qu'en est-il de la dimension de l'égalité à l'école, et plus particulièrement à l'école publique, et plus particulièrement encore au collège Charlotte Delbo? Et vous reconnaissez peut-être la capture d'écran
du très beau site que Madame Brassamin, notre merveilleuse professeure d'SVT, a concocté pour la rentrée des 6e pour qu'ils découvrent l'univers du collège. Eh bien, si on y réfléchit au collège, on pourrait dire que dès qu'un professeur met une note qui va de 0 à 20, il y a rupture d'égalité, parce que vous le savez aussi bien que moi, tout le monde n'aura pas la même note. Et d'ailleurs, au ministère, on nous rappelle assez souvent qu'il faut noter les élèves sur toute la gamme de la note, c'est-à-dire de 0 à 20. Il ne faut pas noter tout le monde entre 15 et 20, ou tout le monde entre 0 et 5. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a une inégalité. Si vous avez 2 sur 20 et que votre voisin a 18, votre voisin de table, bon. Mais en général, vous n'êtes pas choqué. Vous acceptez d'avoir des notes différentes et vous êtes-vous posé la question? C'est tout simplement parce que vous savez que d'abord, c'est pas vous qu'on note, mais votre travail, vos copies. Ça, c'est important d'avoir cette idée-là en tête. Ce n'est pas votre personne, votre personnalité que l'on évalue, c'est votre travail. Et encore, à un moment, un instant T, un moment très précis. Mais surtout, vous avez été à égalité de chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enseignant donne la même évaluation à tout le monde, et après avoir donné le même cours à tout le monde, après, ce qui va faire la différence, c'est que vous avez travaillé ou pas, vous avez appris votre leçon ou pas, vous avez bien écouté ou vous avez multiplié les bavardages, et après, les inégalités apparentes n'en sont pas. Oui, tout le monde n'a pas la même note, parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir la même note, parce que tout le monde n'a pas profité de l'égalité d'accès au savoir et de l'égalité des chances devant une évaluation. C'est normal, c'est légitime. Nous voici parvenus à la fin de notre séance et j'aimerais revenir avec vous à travers cet exercice sur 3 dimensions de l'égalité en France aujourd'hui. Donc j'ai retenu l'école de la République, dont on vient de parler rapidement tout à la fin. Les prestations sociales, c'est-à-dire, si le mot prestation vous gêne, les allocations familiales par exemple. Et puis aussi l'égalité face à la loi ou face à la justice. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Je vais vous demander de lire chacune des cases des 3 colonnes que vous avez sous les yeux et je vais vous demander d'affecter à chacune de ces cases la couleur qui convient, c'est-à-dire du bleu, du blanc ou du rouge. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas un hasard. Vu qu'on parle de l'égalité en France, j'ai fait exprès de reprendre les couleurs du drapeau national. Voilà, mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice sur votre planche photocopiée distribuée en cours et on se retrouve pour le corriger. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par l'école de la République. Chaque élève reçoit la même qualité d'enseignement. Le règlement intérieur garantit les mêmes droits à chaque élève, comme il lui impose les mêmes devoirs. Bon ou mauvais élève sur le plan des résultats, vous êtes égaux devant la loi que constitue le règlement intérieur. On ne tolérera pas davantage des manquements de la part d'un entre guillemets bon élève, ça ne rentre pas en ligne de compte. Tous les élèves n'ont pas les mêmes notes et appréciations, mais parce que l'école garantit néanmoins l'égalité des chances face aux examens. Après, c'est à chacun d'entre vous de faire ses preuves. De même, c'est vrai que des élèves ont droit à des évaluations adaptées ou à des travaux adaptés ou à des dispositifs de travail adaptés, mais dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé, ce qu'on appelle un PAI, et ça n'est pas un privilège. C'est pour permettre à des enfants qui ne sont pas tout à fait à égalité de chance avec les autres de pouvoir justement compenser ce qui fait qu'ils ne sont pas à égalité pour rétablir l'égalité des chances. En ce qui concerne les allocations, les prestations sociales, chaque enfant a droit à une allocation familiale.
Les familles les plus aisées sont exclues de l'allocation rentrée scolaire parce qu'on estime qu'elles n'en ont pas besoin. Les familles modestes ont une allocation famille plus forte, plus importante que les familles aisées qui ont une allocation familiale plus faible. Hein. C'est l'idée de proportionnalité, de modulation des allocations. Les chômeurs et accidentés du travail bénéficient d'allocations, bah oui, puisqu'ils sont plus en mesure de travailler, puisqu'ils sont soit au chômage, soit accidentés, donc ce n'est pas de leur faute, ils sont victimes de la situation. Donc là, c'est l'égalité sociale qui rentre en ligne de compte. Alors après, il nous reste l'égalité face à la loi ou la justice. Donc chacun est justiciable et peut avoir affaire à la justice. Ça, c'est l'égalité de fait. Les justiciables bénéficient d'une prise en charge de l'aide juridictionnelle à 100% s'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat, par exemple. Les justiciables riches sont exclus de l'aide juridictionnelle, hein, puisqu'on estime qu'ils n'en ont pas besoin, ils peuvent se la payer eux-mêmes. Leur défense, par exemple, ou les frais de justice. Les mineurs bénéficient d'une justice spécifique, mais tout simplement parce qu'un mineur n'est pas un justiciable comme les autres. Un mineur n'a pas le sens du discernement. Un mineur peut avoir été influencé bien davantage qu'un adulte, donc ce n'est pas un privilège que cette justice spécifique, au contraire. C'est une justice sur mesure, c'est tout à fait normal. L'aide juridictionnelle peut être partielle selon les revenus. Et puis, certains condamnés bénéficient d'un aménagement de peine, c'est-à-dire que, oui, en apparence, ça peut paraître inégalitaire qu'un condamné fasse de la prison alors que l'autre ne sera condamné qu'au bracelet électronique, mais la justice ne tire pas les peines à la courte paille, hein, enfin du moins on peut l'espérer. Après, rentre en ligne de compte un certain nombre de critères qui font qu'un individu est considéré comme dangereux pour la société. Dans ce cas-là, évidemment, il faut le mettre en prison, ou moins. Donc voilà, l'égalité, encore une fois, ça n'est pas l'égalitarisme, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors pour finir, il est temps de passer à la leçon, intitulée la leçon 2, les différentes dimensions de l'égalité en France. L'égalitarisme revient à imposer la même chose à tout le monde, sans souci de distinction entre les uns et les autres. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est égalitariste, puisque la même pour tous, payée aussi bien par les riches que par les pauvres. Alors évidemment, ça fait plus mal aux pauvres qu'aux riches. L'égalité, la vraie, c'est tenir compte des ressources afin d'établir des mesures proportionnelles, quitte à sembler en apparence inégalitaires et même injustes. Ainsi, seul un foyer contribuable sur deux paye l'impôt sur le revenu en France, dont le montant est calculé en fonction des ressources, autrement dit des moyens du contribuable, selon 5 tranches fiscales ou 5 seuils d'imposition. On l'a vu en début de séance. Depuis 2017, le montant de l'allocation familiale est modulé en fonction des ressources au profit des familles les plus modestes, tout comme celui de l'allocation d'entrée scolaire, conditionné aux ressources de la famille, à l'âge et au type de scolarité de l'enfant allocataire, c'est-à-dire bénéficiaire de l'allocation. Quant à l'aide juridictionnelle, elle garantit aux plus modestes l'égalité devant l'accès à la justice par la prise en charge partielle ou totale de leurs frais de justice. Et l'école publique assure l'égalité des chances, et l'égalité devant les examens et l'égalité d'accès au savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon apprentissage de la leçon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance d'enseignement moral et civique.